La vidéo que vous allez voir maintenant aurait dû sortir dimanche dernier. Mais malheureusement, elle sort avec une semaine de retard. Et pour ça, je tenais à vous dire... Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Désolés. Dans la vie, hormis le cinéma, j'ai plusieurs passions. La musique, les trucs bizarres et les histoires improbables et extraordinaires. Mais le football n'en fait pas partie. Hormis pour ça, pour ça, ou encore pour ça. Et de toute façon, je préfère le skateboard. Et pour ceux qui l'auraient manqué, il y a ça, juste là. Et dans le cinéma, il y a un genre de film que j'adore et qui me passionne, c'est les films de zombies. Alors, après, je sais que ça fait partie du cinéma d'horreur, qui fait lui-même partie du cinéma de genre, qui fait lui-même partie du cinéma d'exploitation. On aime bien les petites boîtes qui s'emboîtent par ici. Et si je vous parle de football et de zombies, vous me répondez « Rien du tout parce qu'on est dans ton garage ». Mais t'es qui, toi? Un plagiat éhonté de Kamel Debiche. Oh merde. Donc, Goal of the Dead première et deuxième mi-temps est une comédie horrifique française sortie en février 2014 dans certaines salles parisiennes et en juin 2014 en DVD et en Blu-ray. Ça paraît pas comme ça, mais ça aura son importance pour plus tard. On y suit Samuel Lory, un joueur professionnel sur le déclin qui revient dans sa ville natale de Cap-Longue pour jouer un match de Coupe de France. Il est interprété par Alban Lenoir, et si sa tête vous dit quelque chose, c'est que vous l'avez sûrement vu dans un tas de films et un tas de séries, toutes plus mortelles les unes que les autres, et ce des fois sans même vous en rendre compte. Et c'est quoi le nom du club? L'Olympique de Paris. Ah ouais, c'est encore un club fictif tout pourri, quoi. C'est ce que tu crois? Bah évidemment, ça se voit à des kilomètres. L'Olympique de Paris est un club de football français fondé en 1908 et qui disparaîtra en 1926 en fusionnant avec le FC Red Star. Ok, autant pour moi, reviens au film s'il te plaît. Non mais t'es sûr? Parce qu'en fait, j'avais un plan en 3 parties avec un PowerPoint. Ok. Le club est dans une situation désastreuse et pour beaucoup, comme lui, tout est de la faute de Samuel, puisqu'il est maintenant trop vieux pour jouer en professionnel. Quelle perte pour le football, ne me dis pas ça. De toute façon, les journalistes n'ont plus grand chose à faire de lui, puisque Solène, celle qui est dans le bus avec l'équipe, est là surtout pour interviewer Idriss Diago, l'étoile montante du club, interprétée par Ahmed Silla. On peut d'ailleurs noter qu'elle galère un peu pour se faire respecter, autant par les joueurs que par son caméraman. Faut que tu t'imposes. Le journalisme, c'est une lutte. C'est un footballeur. Fais appel à tes charmes. Petit bouchon. C'est un truc de mec. Avec le sourire, ça marche pas. Ça marche avec les couilles. Et c'est dans ce genre de moment qu'on se rend compte qu'un tout petit événement peut tout changer. Un livreur UPS qui visiblement n'en a rien à foutre de son taf tire à pouf-pouf pour savoir quel paquet il doit livrer au docteur Belvaux, le médecin de la ville, et manque de peau, c'est du liquide de refroidissement. Fin. Bien sûr que non, c'est tout le contraire même. Puisque le bon docteur, qui ne lit pas un mot de russe, injecte le disérum à son fils. Ah la bonne idée de merde. Et vu ce que c'est en train de faire à la table en chaîne, ça doit pas faire du bien dans les artères. Ce qui devait arriver arriva, et Jeannot, parce que oui c'est son petit nom, se transforme en montagne de muscles ultra agressive et défonce sa mère. Choisis mieux tes mots. Foudroyé? C'est pire. Bah dis-le comme tu veux, mais il est rentré dans sa mère comme une R5 dans un sanglier. Et d'ailleurs, comme un sanglier, Jeannot se fera rouler dessus par le bus parisien. Ce qui donnera lieu à l'oubli d'un joueur coréen, ce qui n'est pas très grave puisque de toute façon ils en ont 3, et qui nous permettra de découvrir le mode de propagation du virus. Et le grand gagnant est... le vomi. Car oui, c'est bien de cette manière que se propage le virus. Et donc ici, pas de morsure, mais de la bonne gerboulade. Pendant ce temps, les cocottes, C'est les coyotes. les ultras du FC Cap-Longue, préparent le grand match. L'occasion pour nous d'ailleurs de comprendre qu'ils ne sont pas ultra fans des Parisiens. Paris, ville capitale! Paris, club de pédale! Ah, le respect dans le football. Toute une histoire. On fait alors connaissance avec le chef de la gendarmerie locale. Messieurs, bonjour. Bonjour, chef. C'est pas chef, c'est capitaine. Celui-ci semble avoir un petit passif avec les coyotes. En même temps, c'est pas les mecs les plus discrets du village. En prévision du grabuge, il leur interdit l'accès au stade. Vous voulez, mais pas ça, quoi! C'est le plus beau jour de notre vie. Et ils lui feront bien comprendre qu'ils sont pas d'accord. Pendant ce temps, les aventures de Jeannot.
Après avoir goûté la cuisine coréenne, Jeannot se met à la communication en niquant 2 agents des télécoms et en coupant tout cap long du monde extérieur. Quel blagueur ce Jeannot! Lorsque Sam descend du bus, c'est le bonheur et l'allégresse qui s'emparent des supporters. Le retour du fils prodigue. Ou pas. Ah bah j'étais déjà là, hein, il y a 17 ans, pour le match contre Paris, là, en Coupe de France. Ouais, enfin toi tu l'as bien connu. Ah ouais, surtout, j'ai bien hein. connu, Ah ouais. Bon, c'était au collège, hein, mais Ouais. voilà quoi, ça marque. Déjà très grand sportif à l'époque. Ouais, il a bien baisé tout le monde en tout cas. Ouais. J'ai surtout l'impression que le mec a juste décapsulé toutes les filles du village avant de se tirer à Paris. Et que tous les pères, les frères et les maris ont envie de lui faire la peau. En même temps, les joueurs de foot, c'est comme les musiciens, ça a toujours la cote. Et la cible de Mathilde, c'est Idriss. Tandis que Cléo, sa meilleure amie, vise plutôt Samuel. Mais je suis pas sûr qu'elles aient toutes les deux le même objectif. Et Jeannot, lui, il a toujours de l'énergie à revendre. Dans les vestiaires, le coach donne ses dernières consignes. Mais il est interrompu par l'agent de Idriss, interprété par Bruno Salomon. Alors lui, normalement, vous avez déjà pu le voir dans d'autres choses, notamment la série Fais pas ci, fais pas ça, où il interprète un père de famille complètement laxiste, ou encore dans Brise de Nice 1 et 3, Brise de Nice 3 d'ailleurs, où vous avez aussi pu voir Alban Lenoir. Les joueurs des 2 équipes rentrent sur le terrain, sans Jeannot cependant, qui lui fait toujours son petit parcours d'échauffement. Les Coyotes eux aussi font leur entrée dans le stade, de façon plus discrète cependant. Parce qu'ils ont un plan. Oh, c'est beau l'amour. T'inquiète pas, ça va pas durer longtemps. Ah. Le match prend une tournure pour le moins inattendue lorsque Sam, suite à une confrontation avec Idriss... Et ils sont pas dans la même équipe? Si. Mais il essaye pas de lui chourer le ballon là? Tout à fait. Sam glisse sur la balle et casse le nez d'un joueur de cap longue. L'arbitre, qui semble-t-il avait un compte à régler avec lui, en profite pour l'exclure. Mais j'ai tendance à penser qu'il aurait peut-être mieux fallu éviter cette phrase. Quand on a ni couilles ni honneur, on la ramène pas. Sam rentre au vestiaire et Cléo s'éclipse pour aller aux toilettes. Elle se retrouve face à Sam dans le vestiaire complètement nu. Et il décide alors de l'embarquer pour aller se bourrer la gueule dans le bar de Cap-Long. Pendant ce temps, les aventures de Jeannot. Après avoir démoli la guichetière sous les yeux horrifiés de son père, Jeannot fait enfin son entrée sur le terrain. Et comme on pense toujours à nos amis hémétophobes, je vous épargne l'orgie de taboulé. C'est pour moi, c'est cadeau. Et les 2 trop mignons de tout à l'heure? T'as pas envie de voir ça. Oh allez! D'accord, mais c'est juste pour toi. Ah, mais c'est immonde! Dans ce carnage de tous les diables, quelques survivants survivent et se cachent où ils peuvent. Dans le bar de la ville, Sam fait comme chez lui et Cléo essaye de lui parler. Mais il est persuadé que c'est une... De quoi? Bah, une fille à qui on donne de l'argent et qui... Et qui quoi? Et tu donnes de l'argent, puis elle te... Tu vois, bah, tu vois ce que je veux dire? Tu me prends pour une pute? Ouais, non mais attends, moi j'ai rien contre, hein, mais c'est la fédération, ils sont un peu tatillons. Ils sont interrompus dans leur discussion par une explosion et une entrée fracassante. Solène, la journaliste de Canal+, complètement affolée, leur résume la menace à laquelle ils vont devoir faire face dans la 2e partie. Ils se mordent, ils détruisent tout. Ils se transforment en sauvages. Il y a des centaines de morts, tout l'effectif de Paris est passé, c'est un massacre. Et si dans un premier temps, Sam et Cléo ne la croient pas, ils vont bien devoir se rendre à l'évidence. T'es qui toi exactement? Je suis sa fille. Et c'est donc ainsi qu'on conclut cette première mi-temps de Goal of the Dead. Et en même temps, si le film se finissait là-dessus, ce serait vachement décevant. Par contre, et c'est assez rare pour être souligné, le générique est de toute beauté. Vu la magnifique réalisation de Benjamin Rocher, on est en droit d'attendre une 2e mi-temps qui va venir enfoncer le clou. Et j'ai pas tout compris, c'est un joueur de foot? Non. En fait, le film est découpé en 2 parties, 2 mi-temps, comme dans un match de football, et qui sont chacune l'œuvre d'un réalisateur. Benjamin Rocher est un réalisateur français qui s'est fait remarquer par son précédent long-métrage, La Horde, co-réalisé avec Yannick Dahan, qui était aussi un film de zombies. Enfin, plutôt un thriller de zombies, du coup, puisque le film mélangeait le film de zombies et le polar. Et s'il reçoit un accueil plutôt tiède au niveau de la presse, il recevra un très bon accueil à l'international. Après Goal of the Dead, il réalise Anti-Gang, qui signe le grand retour de Jean Reno dans un film d'action. On y retrouve aussi d'ailleurs Alban Lenoir, qui sera la tête d'affiche du second volet, Anti-Gang la relève. Et on m'a dit que dans l'oreillette que les joueurs sont chauds bouillants pour la 2e mi-temps.
rien qu'au générique d'intro de cette seconde mi-temps, on sent que l'ambiance va être complètement différente. Avec ce grain daté et cette image jaunie. On dit vintage quand on est poli. Connard. Et ça fleure bon les années 90, les amourettes et les copings. Puisqu'on voit Sam et Jeannot, à l'époque jeunes joueurs du FC Kaplong, juste avant le départ de Sam pour la capitale. Et on voit aussi d'ailleurs les jeunes coyotes déjà occupés à fumer des clopes et boire des bières sur le bord du terrain. Il y a des choses qui changent pas. Mais bon, si on est là, c'est pour voir du sang, des flammes, des larmes et des boyaux. Mec, tu pars trop loin. Pardon. Après avoir constaté que les communications étaient coupées, le capitaine revient à Kaplong et pense que le match a mal tourné. Et donc il va faire ce que 100% des flics de film font dans ce genre de cas. Est-ce que tu sais ce que c'est? Il va arrêter les mauvaises personnes et les mettre inutilement en danger avant de se rendre compte qu'il s'est trompé? Terminé. Attendez, vous pouvez pas nous faire ça. Effectivement, et un point bonus puisqu'il va galérer avec ses clés. Mais ça nous aura l'occasion de voir une tête guillotinée par une portière de R5. Donc bon. Viendra ensuite une discussion d'une rare délicatesse entre Cléo et Sam, son père donc, où on va se rendre compte qu'effectivement il a sûrement un peu trop fait mumuse avec son engin, puisqu'il est incapable de se souvenir de qui est la mère de Cléo. Ah ça, amnésie masculine typique. Bon, vous allez pas vous y mettre vous aussi. Cette petite discussion est d'ailleurs écourtée quand les enragés finissent par rentrer dans le bar, obligeant Sam, sa fille présumée et Solène à quitter les lieux. Cléo d'ailleurs sait où il pourrait se cacher, mais si dans un premier temps Sam s'y refuse, il doit bien se rendre compte qu'il n'a pas trop le choix. Mais dis-moi, tu nous as pas expliqué pourquoi il était pas d'accord? T'en fais pas, on le saura bien assez tôt. Pendant ce temps, Idriss, son agent, son coach et le joueur à qui Sam a pété le nez se cachent dans un vestiaire pendant que dehors, la horde gronde. Coubert, le coach, ne peut pas s'empêcher de tout rapporter au foot. Mais il s'avère qu'ils ont un tout petit problème dans l'effectif. Marco, l'agent d'Idriss, réussit à le mettre KO, mais un autre mort-vivant réussit à rentrer. Ils réussissent à s'en sortir, mais abandonnent Coubert. Mathilde, même zombifiée, en a après le cul d'Idriss. Marco décidera donc de l'abandonner après avoir découvert que celui-ci cache une blessure qui pourrait compromettre le transfert à Londres. Ouais, parce que je l'ai pas dit, mais Idriss doit partir pour le London FC à l'issue de la saison. Et évidemment, c'est un club qui n'existe pas. Enfin, si, mais c'est pas vraiment le London Football Club. C'est le London Forest City. Mais dans le film, c'est le London Football Club. Mais en attendant, Idriss voit la mort arriver droit sur lui. Sam, sa fille et Solène arrivent alors à la gendarmerie. Salut papa. Ah, évidemment, cela vire à la réunion de famille lorsqu'il apprend que Cléo est sa petite fille. Les coyotes proposent pour s'en sortir d'utiliser la CB dans la voiture de Nounours afin de contacter un routier qui lui-même à son tour pourra contacter l'armée. Riche idée. Ce qui nous offrira une magnifique scène générée par ordinateur, 100% made in France. Nos terroirs ont du talent. Et pour ce qui est du tir, Nounours, il en manque un peu, puisque le capitaine finit avec une balle dans le buffet. Au stade, c'est l'enfer. Marco retrouve un vieux copain qui lui sauve la vie. Après un vibrant discours sur les valeurs du sport et comment l'argent l'a perverti, Marco finira transformé et Coubert déchiqueté. Non sans un certain panache. Sam prend la décision d'emmener son père avec Solène chez le docteur Belvaux, pendant que Cléo et les coyotes font diversion. Kaplong est enculé! Kaplong va niquer ta mère! Et on repassera sur la magnifique idée d'aller directement chez celui qui est responsable de tout ce bordel et qui, pour ne rien gâcher, voue une haine viscérale à Sam. Mais mec, il pouvait pas le savoir. Peut-être, mais nous si. Tu sais que ça porte un nom, ça? Ah ouais? Ouais. Ça s'appelle l'ironie dramatique. L'ironie dramatique est une forme d'ironie créée par la connaissance du spectateur et l'ignorance des personnages. L'un des exemples les plus faciles pour le comprendre est le film Titanic de James Cameron. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le bateau va couler. Ça fait 113 ans qu'on est au courant. C'est ça l'ironie dramatique. En revanche, ce qui rend la chose intéressante pour nous spectateurs, c'est de savoir dans quelle mesure cela va impacter notre récit. Et pour les plus hellénistes d'entre nous, le mythe d'Oedipe repose quasiment entièrement sur cette ironie dramatique. Car nous savons, mais pas Oedipe, qu'il va b***er sa mère. Ta mère, ta soeur, ton frère et puis ton père. Donc, comme on s'en doutait, l'entrevue avec le docteur Belvaux vire au carnage. Et le capitaine finit par être affecté sous les yeux de son fils. Il lui hurle de partir, non sans lui avoir dit avant qu'il était fier de lui. Michel va alors mettre en action le plan prévu par les coyotes. Pour rappel, il devait mettre durant le match une cassette sur les haut-parleurs du stade, contenant l'hymne de Kaplong, ainsi que des insultes envers les Parisiens. À moins que ce soit ça l'hymne de Kaplong. Sous l'impulsion de Cléo, Pete et Nounours décident d'aller au stade afin d'aider Michel. Ayant entendu eux aussi l'appel du terrain, Sam et Solène, désormais un couple, s'y rendent en mobilette. Elle en profite d'ailleurs pour passer un petit coucou à son collègue relou. Malheureusement, une surprise macabre les attend, car en effet, Cléo a été transformée.
Et Idriss, qui a survécu, lui défonce le crâne à coups d'extincteur. Qu'est-ce que t'as fait à ma gamine? Quoi, ta gamine? Ma petite Clio? De quoi? C'est pas Clio, c'est Cléo. Heureusement, ce n'était pas Cléo, mais Mathilde. Parce que pour rappel... Et ça s'appelle un fusil de Tchekhov. Ouais, mais ça, on va pas le définir. Parce que déjà, d'une, ce serait trop long, et de deux, bah, ton original l'a déjà très bien fait dans sa vidéo sur Sing de M. Night Shyamalan. Donc pour ceux qui aiment le cinéma et qui auraient raté ça, Karim Debache, El Maestro. T'acharne pas, il la regardera pas non plus. Après avoir attiré les monstres directement dans le stade, Sam et Idriss, afin de permettre aux autres de s'échapper, vont jouer au football. À la façon Olivier Tom d'Outre-Tombe. Oh, vous vous y attendez pas, celle-là. Avec en grand final, un high kick digne de Mortal Kombat de Idriss directement dans la tronche de Marco. Enfin ça, c'était avant qu'il se fasse démolir par Jeannot. Le même Jeannot qui va alors s'en prendre à Sam, qui tentera alors de faire son mea culpa auprès de son ancien meilleur ami. Mais il sera sauvé et interrompu, sauf interrompu, par un Idriss en piteux état. Tout ce petit monde parvient grâce à Popeye, le pote de radio-amateur de Nounours, à quitter cet enfer pendant que l'armée intervient. Et c'est la fin de Goal of the Dead, deuxième mi-temps, et du film complet. Alors, t'en as pensé quoi? C'était vachement cool pour une sous-marque. On est d'accord. Attends, quoi? Bah oui, c'est clairement un sous-produit de Shaun of the Dead. Comprends-moi bien, j'ai adoré regarder ce film, et je le reverrai sans hésitation. Mais clairement, j'ai eu l'impression de voir un pastiche franchouillard de Shaun of the Dead de Edgar Wright. Et même si clairement les deux films ne sont pas identiques, il n'en reste que de nombreuses fulgurances sont communes aux deux œuvres. Mais rendons à César ce qui est à César, et tentons de sauver le bébé. Déjà, il s'inscrit dans une démarche artistique et commerciale qui a malheureusement disparu depuis longtemps, celle du double programme. Pour faire simple et court, afin de remplir les salles de cinéma et rentabiliser l'exploitation de ces dernières, les exploitants avaient l'habitude de proposer des programmes composés de 2 films pour le prix d'un seul ticket. Tarantino et Rodriguez rendent d'ailleurs un magnifique hommage au genre avec Grindhouse, composé de Boulevard de la Mort et Planète Terror, qui sortira dans les pays anglophones en double programme. Honnêtement, c'est une merveilleuse idée que d'avoir fait ça pour un film mêlant le football et l'horreur, puisque ça renvoie directement au concept d'un match séparé en demi-temps. Le choix de la date de sortie, en février 2014, était d'ailleurs en partie basé sur l'idée de profiter de la Coupe du Monde la même année pour la sortie DVD et Blu-ray. Malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Waouh, t'en savais des choses sur le film? Ah non, mais moi j'ai juste lu ton script. Ah, la deuxième partie du film est donc l'œuvre de Thierry Poirot, que les amoureux de films de genre français connaissent déjà pour Atomic Circus, le retour de James Bataille, qu'il a co-réalisé avec son frère Didier. S'il te plaît? Oui. Tu peux vite fait nous expliquer le film de genre? Le cinéma de genre, ou série B, est un genre cinématographique principalement tourné vers le divertissement. Si en France on l'associe beaucoup avec l'horreur et l'épouvante, il est plus largement admis qu'on peut y insérer tous les styles de cinéma qui ne sont pas dans les standards dits tout public ou familiaux. C'était clair? Comme de l'eau de roche. Thierry Poirot, dont vous avez sûrement encore en tête la pub Hollywood Chewing Gum, où la Statue de Liberté se dénude pour aller nager, a aussi réalisé la série Infinity, dont j'ai découvert l'existence durant l'écriture de cet épisode, et que je me ferai un plaisir de découvrir plus tard. Et pourquoi pas de vous en parler ici. Si tout n'est pas parfait, car aucun film ne l'est, il en reste pour autant très plaisant à voir. Et il peut s'appuyer sur des techniciens de haute volée fortement attachés au projet, notamment pour les effets spéciaux qui sont ici réalisés par Buff, une boîte française spécialisée dans les effets numériques. Y a pas à dire, c'est du bel ouvrage. Après, ils avaient déjà travaillé sur quelques petits films avant ça, comme Matrix, Batman Begins, ou Harry Potter et la Coupe de Feu. Ouais, des petits films quoi. Mais les acteurs non plus ne sont pas en reste. Alban Lenoir, dont j'ai déjà parlé, qui incarnera d'ailleurs bientôt Lucky Luke, sous la direction de Benjamin Rocher. Ah oui, encore lui. Mais si Alban est ici admirable, vous l'avez sûrement aussi vu dans Kaamelott, ou bien plus largement dans HeroCorp. Mais il y a une série dans laquelle vous devez absolument le voir, et ne vous en faites pas, ça fera l'objet d'un épisode un jour. La Lazy Company. Certainement l'une de mes séries préférées. Et le plus fou, c'est que, en plus d'Alban Lenoir, on y retrouve aussi Alexandre Philippe, Benoît Moret et Tiffen Davio. Ouais, le monde est petit. Et il faut que je vous parle d'Ahmed Silla. Si désormais tout le monde le connaît aussi bien au cinéma que sur les planches, à l'époque, Goal of the Dead est son premier long métrage. Mais depuis, il a énormément fait de chemin dans le cinéma, puisqu'il sera carrément co-maître de cérémonie pour les Césars en 2023. Pour ceux qui voudraient découvrir le film et qui ne sont pas allergiques à la basse définition, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur YouTube, juste en tapant le titre. Une bonne manière de vous faire votre propre avis. Mais évidemment, la dure loi du public a tranché. Mais pour une fois, je ne serai pas aussi catégorique. Car dans les faits, c'est aussi parce que les salles ont énormément de mal à diffuser des films de genre français. Comme quoi, il n'y aurait pas de public pour ça et ça remplit pas les salles. Mais le plus drôle,
c'est que les salles, en général, elles sont remplies sur une année complète par les films de genre américains. Le truc, c'est qu'en France, on est dans une sorte de prophétie autoréalisatrice. Les salles ne diffusent pas de films de genre parce qu'il y en a peu et que c'est difficile à produire. Sauf que les producteurs se disent que c'est difficile à produire et en font peu parce que les salles ne les diffusent pas. C'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est pour ça que la plupart de nos réalisateurs de films de genre partent à l'étranger, aux États-Unis. Mais évidemment, rien n'est perdu, puisque des réalisatrices et des réalisateurs continuent à essayer de faire vivre le genre en France. Puisque maintenant, ils sont même nommés à Cannes ou au César. Et même s'il reste du chemin à faire, j'espère que celui-ci vous ouvrira des portes pour des univers plus vastes, plus sombres, ou au contraire plus colorés, mais aussi toujours plus fous. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager si la vidéo vous a plu. C'était Numa et Manu pour Déclassé, l'émission où on parle de films dont tout le monde se fout, sauf moi. Et bientôt vous. À dans 2 semaines, et comme dirait Jeannot,